Ma femme m'a quitté pour un homme plus riche 5 ans plus tard, elle postulait pour un emploi dans mon entreprise. Au moment où j'ai vu sa candidature, je n'arrivais pas à y croire. 5 ans. 5 ans sans un seul appel téléphonique. 5 ans sans message. 5 ans depuis qu'elle avait quitté notre mariage pour ce qu'elle appelait une vie meilleure. Et maintenant, elle postulait pour un emploi dans mon entreprise. J'ai fermé le dossier, puis je l'ai rouvert juste pour m'assurer que je n'imaginais rien. Même nom, même visage, même signature. Sophie Dubois, mon ex-femme. Pendant quelques instants, je suis resté assis là, à fixer la candidature. Ni en colère, ni amer, juste choqué, car la vie a une étrange façon de ramener les gens quand on s'y attend le moins. Mon assistante a frappé à la porte. Ça va? J'ai levé les yeux. Oui. Vous avez fixé ce dossier pendant 10 minutes. J'ai souri. Vieille histoire. Elle a hoché la tête et est partie. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai décroché le téléphone. Non pas pour appeler Sophie, mais pour appeler les ressources humaines. Je voulais des réponses professionnelles, rien de personnel. La directrice des RH est arrivée 15 minutes plus tard. Elle s'est assise en face de moi. Un problème avec la candidate? J'ai fait glisser la candidature sur le bureau. Je la connais. La directrice a semblé surprise. Personnellement, très personnellement. Elle a immédiatement compris. J'ai hoché la tête. Elle s'est adossée. Voulez-vous que je la retire de la sélection? Question intéressante car 5 ans plus tôt, j'aurais probablement dit oui. Mais maintenant, je n'étais pas sûr. J'ai de nouveau regardé la candidature. Le vide de 5 ans dans son parcours professionnel me dérangeait. Le changement soudain de carrière aussi. Quelque chose n'allait pas. Prévoyez l'entretien. La directrice a cligné des yeux. Vous voulez l'interviewer? Oui. Vous êtes sûr? J'ai hoché la tête avec détermination. L'entretien a été programmé pour le jeudi suivant. Et pour la première fois depuis des années, je me suis retrouvé à penser de nouveau à Sophie. Non pas émotionnellement, mais pratiquement. Que s'était-il passé? Qu'est-ce qui l'avait amené ici? Qu'était-il arrivé à Antoine? Le millionnaire, le style de vie luxueux, l'homme qu'elle pensait être son meilleur choix. Le jeudi est arrivé plus vite que prévu. À exactement 9 heures, j'étais assis dans une salle de conférence, révisant des rapports. L'entretien n'était pas censé m'impliquer, du moins pas au début. Puis mon assistante est entrée. Elle est là. J'ai levé les yeux. Pendant un instant, mon cœur s'est accéléré. Non pas parce que je l'aimais, mais parce que certains souvenirs ne disparaissent jamais complètement. Je me suis levé et j'ai marché vers la salle d'observation. Une petite fenêtre vitrée donnait sur la salle de conférence. Sophie était assise seule à la table, et j'ai failli ne pas la reconnaître. Non pas parce qu'elle avait l'air plus âgée. Nous l'étions tous les deux. Non, autre chose avait changé. La confiance avait disparu. Les vêtements de créateur avaient disparu. Les bijoux coûteux avaient disparu. La femme assise là avait l'air fatiguée. Très fatiguée. La vie n'avait clairement pas suivi son plan. L'entretien a commencé. Les RH ont posé des questions standards, expérience professionnelle, leadership, gestion, compétences. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il pose des questions sur le vide dans son emploi. La pièce est devenue silencieuse. Sophie a baissé les yeux, puis a répondu doucement, « Je m'occupais de quelqu'un. » L'intervieweuse a hoché la tête. « De la famille ?» Un long silence a suivi. Puis elle a répondu, « Mon mari. » J'ai froncé les sourcils. « Votre mari, Antoine, » a poursuivi l'intervieweuse. « Va-t-il mieux maintenant ?» Les yeux de Sophie se sont remplis de tristesse. « Non. » Le silence est tombé dans la pièce. Puis elle a ajouté tranquillement, « Il est décédé il y a 2 ans. » J'ai figé. Complètement figé. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Loin de là. L'intervieweuse a exprimé ses condoléances. Sophie l'a remercié. Puis l'entretien a continué. Mais mon attention n'est jamais revenue, car soudain, l'histoire semblait très différente.
Une fois l'entretien terminé, je suis resté dans la salle d'observation, pensant, traitant, essayant de comprendre le millionnaire, les Ferrari, les hôtels particuliers, la vie parfaite. Disparu. Juste disparu. Mon assistante est entrée. Eh bien? J'ai regardé à travers la vitre la salle de conférence vide, puis j'ai posé la question qui me tracassait toute la matinée. Savait-elle que c'était mon entreprise? Mon assistante a vérifié le dossier, puis a secoué la tête. Non. J'ai hoché la tête lentement. Intéressant. Très intéressant. Parce que cela signifiait que ce n'était pas un plan. Ce n'était pas une manipulation. Ce n'était pas une tentative de me contacter. Elle n'en avait sincèrement aucune idée. Et d'une certaine manière, cela m'a rendu encore plus curieux. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte de mon bureau. J'ai levé les yeux et elle était là, Sophie, debout dans l'embrasure de la porte, tenant son sac à main, l'air aussi choqué que moi, car apparemment elle avait enfin appris qui était le directeur des opérations. Et aucun de nous n'était préparé à ce moment. Pendant l'heure suivante, je n'ai pu me concentrer sur rien d'autre. Chaque fois que j'essayais de reprendre le travail, mes yeux revenaient à sa candidature. 5 ans. 5 ans sans entendre un seul mot d'elle. Et maintenant, elle postulait pour un emploi dans mon entreprise. Finalement, j'ai appelé les ressources humaines. Pouvez-vous m'envoyer le dossier complet de la candidate Sophie Dubois? Quelques minutes plus tard, il a atterri dans ma boîte de réception. Je l'ai ouvert et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Le CV ne mentionnait pas Antoine, pas une seule fois. Pas de référence, pas d'entreprise liée à lui, rien. C'était presque comme si ces 5 années n'avaient jamais existé. Cela m'a rendu encore plus curieux. Je n'étais plus en colère. Honnêtement, je n'étais même plus émotif. J'étais intéressé parce que les gens ne passent pas des jets privés aux candidatures sans une histoire, et je voulais connaître cette histoire. Le lendemain, j'ai dit au RH de la faire avancer dans le processus, non pas parce que c'était mon ex-femme, mais parce que je voulais la voir face à face. 1 semaine plus tard, elle est entrée dans le bâtiment. Je l'ai observée depuis l'étage des cadres. Elle avait l'air différente, plus âgée, plus fatiguée, moins confiante, pas brisée, juste usée. La femme qui croyait autrefois mériter une vie meilleure semblait soudainement que la vie l'avait frappée plus fort qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle s'est enregistrée à la réception, a parlé poliment à la sécurité, puis a disparu dans la salle d'entretien. Je ne faisais pas partie de l'entretien, du moins pas officiellement. Mais ensuite, j'ai examiné les rapports internes. Sa performance était étonnamment solide. Professionnelle, préparée, compétente. Elle avait clairement besoin du poste, mais quelque chose clochait encore. Puis j'ai eu ma réponse. 3 jours plus tard, un de nos cadres supérieurs connaissait Antoine, le milliardaire pour qui elle m'avait quitté. Pendant le déjeuner, il a mentionné son nom par hasard et j'ai finalement demandé, que lui est-il arrivé? Le manager a ri. Vous ne savez vraiment pas? J'ai secoué la tête. Puis il m'a dit qu'Antoine avait fait l'objet d'une enquête fédérale, de multiples poursuites judiciaires, d'allégations de fraude, de faillite, d'actifs gelés, de propriétés liquidées, sa réputation détruite, tout s'était effondré. En l'espace de 3 ans, je suis resté assis, écoutant tranquillement, sans dire un mot, car soudain, tout prenait sens. Sophie ne m'avait pas quitté par amour. Elle m'avait quitté pour le succès. Puis le succès a disparu, et la fantaisie aussi. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi en pensant au karma. Pas la version dramatique du cinéma, la vraie version. La version où les gens sont lentement piégés par leur propre choix. Le lendemain matin, un autre rapport a atterri sur mon bureau. Sophie avait avancé à l'étape finale de l'entretien. Une dernière rencontre restait. La rencontre avec la direction exécutive. Moi. J'ai fixé l'email pendant plusieurs secondes, puis je l'ai approuvé. Vendredi, 10 heures. Salle de conférence exécutive. Pour la première fois depuis 5 ans, j'allais voir mon ex-femme face à face. Ce qui était étrange, c'est que je n'étais pas nerveux. Des années auparavant, j'aurais imaginé ce moment très différemment. J'aurais voulu la vengeance, des excuses, la justice, quelque chose de dramatique. Mais le succès change les gens. Plus je réussissais, moins je m'intéressais à prouver quoi que ce soit.
Parce que lorsque votre vie s'améliore, votre passé perd de son pouvoir. Le vendredi est arrivé. À 9h55, je suis entré dans la salle de conférence. La salle surplombait toute la ville. Des baies vitrées du sol au plafond, une immense table de conférence en chêne, des sièges de direction, tout était conçu pour impressionner. J'ai pris ma place, ouvert un dossier, fait semblant de consulter des documents. À exactement 10 heures, la porte s'est ouverte et Sophie est entrée. Au moment où elle m'a vu, elle a figé. Complètement figé. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Le choc sur son visage était impossible à cacher. Je pouvais pratiquement voir son esprit s'emballer. Essayant de comprendre comment j'étais arrivé ici, essayant de comprendre comment l'homme qu'elle avait laissé derrière elle était devenu le cadre assis en face d'elle. « Bonjour, Sophie. » Ma voix était calme, professionnelle, contrôlée. Elle a dégluti difficilement. « Marc. » Entendre mon nom de sa part à nouveau m'a semblé étrange, comme entendre une chanson que l'on n'avait pas entendue depuis des années. Familier, mais distant. Elle s'est assise lentement, me fixant toujours, assimilant toujours tout. J'ai souri poliment. Commençons. L'entretien a duré 40 minutes, et quelque chose m'a surpris. Elle n'a jamais mentionné notre mariage, pas une seule fois. Elle a répondu à chaque question professionnellement, a discuté de son expérience, de son leadership, de ses opérations, de ses objectifs, de ses forces, de ses faiblesses, de tout. Cela semblait presque normal, presque, jusqu'à ce que l'entretien se termine, car dès que tous les autres ont quitté la pièce, elle m'a regardé et a dit doucement, « Je ne savais pas que c'était votre entreprise. » J'ai hoché la tête. Je m'en doutais. Silence. Puis elle a posé la question que je savais venir. Depuis combien de temps? Environ 3 ans. Elle a baissé les yeux, secouant légèrement la tête, comme si elle n'y croyait pas. Puis elle a ri. Non pas parce que quelque chose était drôle. Le genre de rire que les gens font quand la réalité fait mal. Waouh! Je n'ai rien dit. Elle a fixé la table, puis a finalement relevé les yeux. Vous avez vraiment bien réussi. Merci. Un autre silence. Puis elle s'est levée, a ramassé ses affaires et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle s'est arrêtée, s'est retournée et a demandé, « Allez-vous m'embaucher ?» Pour la première fois de la journée, j'ai souri. Non pas parce que je connaissais la réponse, car honnêtement, je ne la connaissais pas. Alors qu'elle sortait de la pièce, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début. Parce qu'au cours des semaines suivantes, j'allais apprendre des choses sur la vie de Sophie qui ont changé tout ce que je pensais savoir. Et une décision me forcerait à choisir entre la vengeance et devenir l'homme que je voulais être. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Antoine s'est dirigé vers nous avec un sourire confiant. Le genre de sourire que les gens portent lorsqu'ils essaient très fort de cacher leur panique. Marc. Il a tendu la main. Pendant un instant, je me suis contenté de la regarder. Puis je l'ai serré. Antoine. Sophie se tenait à côté de moi, complètement silencieuse. Antoine l'a regardée, puis est revenu vers moi. Le malaise était évident parce que pour la première fois de sa vie, il ne se tenait pas au-dessus de moi. Nous étions dans une salle de bal remplie de cadres, d'investisseurs et de leaders de l'industrie. Et il savait exactement qui était le maître des lieux. Pas lui. Moi. Pourtant, il a forcé un rire. Le monde est petit. Apparemment, un silence gêné a suivi. Puis Antoine a surpris tout le monde, y compris moi. Il a regardé autour de la salle de bal, les investisseurs, les cadres, les employés. Puis il a demandé, « Alors, vous dirigez vraiment cette entreprise maintenant ?» J'ai souri poliment. Quelque chose comme ça. Antoine a hoché la tête lentement. Ses yeux ont de nouveau parcouru la pièce, assimilant tout. L'événement, l'influence, le respect, le succès. Pendant des années, il avait mesuré les gens par l'argent. Maintenant, il réalisait qu'il avait mesuré la mauvaise personne. Puis il a dit quelque chose qui a fait fermer les yeux à Sophie. J'ai toujours su que vous vous en sortiriez bien. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ridicule. 5 ans plus tôt,
il reconnaissait à peine mon existence. Maintenant, soudain, il avait toujours cru en moi. Intéressante révision de l'histoire. Avant que je ne puisse répondre, un de nos membres du conseil d'administration s'est approché. Marc. Je me suis tourné. Il a souri. Vous voilà. Le membre du conseil m'a serré la main, puis m'a présenté deux investisseurs qui se tenaient à proximité. Tous deux m'ont immédiatement reconnu. La conversation a duré moins de 60 secondes. Mais quand elle s'est terminée, j'ai remarqué quelque chose. Antoine était devenu complètement silencieux parce qu'il avait enfin vu quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Le respect. Le vrai respect. Pas celui que l'argent achète. Celui qui est gagné au fil des ans, bâti par les résultats, le leadership, le caractère. Quand les investisseurs sont partis, Antoine m'a regardé. M'a vraiment regardé. Puis il a demandé, quelle est la taille de l'entreprise maintenant? La question n'était pas par curiosité. C'était par comparaison. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'ai répondu honnêtement. Un peu plus de 4 milliards d'euros. Antoine m'a fixé. Son expression s'est figée. Sophie avait l'air choquée, elle aussi. Apparemment, elle ne le savait pas. Aucun des deux n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, Antoine a ri doucement. Un rire brisé. Le genre que les gens font quand la réalité frappe plus fort que prévu. Waouh! Pendant des années, il avait été le riche. Le succès, le vainqueur. Maintenant, il se tenait dans une salle de bal, regardant l'homme qu'il avait autrefois méprisé diriger une organisation valant des milliards. La vie a un étrange sens de l'humour. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Antoine m'a regardé directement. Et a dit, je vous dois des excuses. La pièce a semblé disparaître. Sophie avait l'air stupéfaite. Je l'ai regardée attentivement car ce n'étaient pas des mots que je m'attendais à entendre. Antoine a dégluti. J'ai passé des années à penser que j'étais plus intelligent que tout le monde. Personne n'a parlé. Je pensais que l'argent me rendait important. Une autre pause. J'avais tort. Sa voix n'avait aucune de l'arrogance dont je me souvenais. Pas d'ego, pas de supériorité, juste de l'honnêteté. Pour la première fois, Antoine ressemblait à un homme qui avait perdu tout ce qui n'était pas réel et découvert ce qui restait. Sophie l'a regardé avec incrédulité car apparemment elle ne l'avait jamais entendu parler comme ça non plus. Antoine a secoué la tête. Vous savez ce qui est drôle? Quoi? Il a ri doucement. Perdre tout a probablement été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais étrangement, j'ai compris, car parfois le succès enseigne des leçons et parfois l'échec les enseigne plus rapidement. Antoine a jeté un dernier coup d'œil autour de la salle de bal, puis m'a regardé. J'ai passé des années à essayer d'avoir l'air de réussir. Il m'a montré du doigt. Vous avez réellement réussi. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Puis il a de nouveau tendu la main. Non pas en tant que concurrent, non pas en tant qu'ennemi, mais en tant qu'homme acceptant enfin la réalité. Cette fois, quand je l'ai serré, cela m'a semblé différent, car la vengeance n'aurait duré qu'un instant. La perspective a duré pour toujours. Antoine s'est finalement éloigné. Sophie est restée à côté de moi, toujours stupéfaite par tout ce qui s'était passé. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. Vous auriez pu l'humilier. J'ai haussé les épaules. À quoi bon? Elle n'a pas répondu. Parce qu'il n'y en avait aucun. J'ai regardé Antoine disparaître dans la foule, puis j'ai regardé à travers la salle de bal les employés, les cadres, l'entreprise, la vie que j'avais bâtie. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose. La plus grande vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est d'atteindre un point où la vengeance n'a plus d'importance. Parce que 5 ans plus tôt, j'aurais tout donné pour ce moment. Aujourd'hui, ce n'était qu'un autre vendredi soir, et d'une certaine manière, cela ressemblait à la plus grande victoire de toutes. Antoine s'est dirigé vers nous avec le même sourire confiant dont je me souvenais d'il y a des années. La différence était que cette fois, personne n'était impressionné. Il a tendu la main. Marc, ça fait longtemps. Je l'ai serré poliment. Rien de plus, pas d'hostilité, pas d'émotion,
juste du professionnalisme. Pendant quelques secondes, nous sommes restés tous les trois dans un silence gêné. Antoine a regardé Sophie, puis est revenu vers moi, puis a souri. Vous avez plutôt bien réussi, n'est-ce pas? Ce qui est drôle avec le succès, c'est que les gens le remarquent soudainement après vous avoir ignoré pendant des années. J'ai hoché la tête. J'ai eu de la chance. Antoine a ri. Non, vous avez été intelligent. C'était la première chose honnête que je l'ai jamais entendu dire. Puis il a jeté un coup d'œil autour de la salle de bal, aux investisseurs, aux cadres, à l'équipe de direction, et enfin à la scène affichant le logo de mon entreprise. La réalité s'imposait. L'homme qu'il avait autrefois considéré comme ordinaire contrôlait maintenant une entreprise valant des centaines de millions d'euros. Les rôles s'étaient complètement inversés. Mais alors Antoine a commis une erreur, une grosse. Il a regardé Sophie et a dit, « Je suppose que tu as choisi le mauvais homme. » Au moment où ces mots ont quitté sa bouche, l'atmosphère a changé. Le visage de Sophie s'est durci. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu une colère authentique, pas de l'embarras, pas du regret, de la colère. Parce qu'après tout ce qui s'était passé, après les enquêtes, les mensonges, l'effondrement, il refusait toujours de prendre ses responsabilités, blâmant toujours tout le monde sauf lui-même. Sophie l'a regardé droit dans les yeux. Non. Antoine a froncé les sourcils. Quoi? Elle a secoué la tête. Je n'ai pas choisi le mauvais homme. C'est toi qui étais le mauvais homme. Personne n'a dit un mot. L'expression confiante d'Antoine a disparu instantanément. Pendant des années, Sophie avait probablement répété ce moment dans sa tête. Et maintenant, il était enfin arrivé. L'ironie ne m'a pas échappé. La femme qui m'avait autrefois quitté pour lui se tenait maintenant dans une salle de bal, me défendant. Antoine a ri nerveusement, essayant de sauver la face, essayant de reprendre le contrôle, mais tout le monde à proximité pouvait le sentir. La conversation était terminée. L'illusion avait disparu. Quelques secondes plus tard, Antoine s'est excusé et s'est éloigné seul. Pour une raison quelconque, le voir partir ne m'a pas semblé satisfaisant. Cela m'a semblé vide parce que j'avais finalement compris quelque chose. La vengeance semble excitante jusqu'à ce que vous l'obteniez réellement. Alors vous réalisez que cela ne change rien. Le passé reste le passé. La douleur reste une partie de votre histoire. Et la seule chose qui compte vraiment, c'est ce que vous avez construit depuis. Quelques semaines plus tard, une autre surprise est arrivée. Sophie a demandé un rendez-vous. Cette fois, ce n'était pas lié au travail. Quand elle est entrée dans mon bureau, elle avait l'air nerveuse. Plus nerveuse que pendant son entretien. Elle s'est assise, a pris une profonde inspiration, puis a parlé. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai attendu. Pendant plusieurs secondes, elle a lutté pour trouver ses mots. Finalement, elle a dit, pendant des années, j'ai blâmé mes erreurs sur tout le monde. Je suis resté silencieux. J'ai blâmé mes parents, mes amis, vous. Elle a ri doucement, mais finalement, je n'avais plus personne à blâmer. Cette phrase a frappé plus fort qu'elle ne l'a probablement réalisé, car la plupart des gens n'atteignent jamais ce point. La plupart des gens passent toute leur vie à éviter la responsabilité. Sophie a continué, la vérité, c'est que je suis parti parce que je pensais que l'argent résoudrait tout. Elle a regardé autour de mon bureau, la ligne d'horizon de la ville, l'étage des cadres, le succès, tout. Et maintenant je comprends quelque chose. J'ai levé un sourcil. Quoi? Elle a souri tristement. J'avais déjà ce que je cherchais. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis elle s'est levée et m'a tendu une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Une lettre? J'ai eu l'air confus. Une lettre? Elle a hoché la tête. Des excuses. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Après son départ, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages manuscrites. Pas d'excuses, pas de blâme, pas de manipulation, juste de la responsabilité. Elle a admis ses erreurs, reconnu la douleur qu'elle avait causée, accepté la responsabilité et m'a souhaité le bonheur. Rien de plus. Pas de demande, pas d'arrière-pensée, pas de tentative de redémarrer quoi que ce soit. Juste une clôture. Une vraie clôture. Pendant des années,
j'ai cru que la clôture venait de la victoire. J'avais tort. La clôture vient de la compréhension, de l'acceptation de la réalité, et finalement, du lâcher-prise. Des mois ont passé. Puis une année. L'entreprise a continué de croître. Nous nous sommes développés à l'international, avons ouvert de nouveaux bureaux, créé des centaines d'emplois. La vie était belle, meilleure que je ne l'avais jamais imaginée. Un après-midi, alors que je me préparais pour une réunion d'investisseurs, les RH m'ont envoyé un rapport de performance des employés. Le nom de Sophie est apparu près du sommet, promotion approuvée, performance exceptionnelle, reconnaissance de leadership, fort potentiel futur. J'ai fixé le rapport un instant, puis j'ai souri. Non pas parce que je l'aimais toujours. Non pas parce que je voulais qu'elle revienne. Mais parce que malgré tout, elle avait reconstruit sa vie. De la manière difficile, de la manière honnête, de la même manière que j'avais reconstruit la mienne. Plus tard ce soir-là, je me tenais dans mon bureau, surplombant la ville, regardant les lumières s'allumer en dessous, pensant à tout ce qui s'était passé, le divorce, la trahison, la lutte, le succès, la confrontation, les années intermédiaires. Et une seule réalisation est devenue impossible à ignorer. Si Sophie n'était jamais partie, je ne serais peut-être jamais devenu la personne que je suis aujourd'hui. La douleur a forcé la croissance. La trahison a forcé le changement. La difficulté a forcé la discipline. Parfois, la pire chose qui vous arrive devient la raison pour laquelle votre vie s'améliore. Les gens demandent souvent, que s'est-il passé après ça? Nous sommes-nous remis ensemble? Non, la vie n'est pas un film. Certains chapitres ne sont pas censés être rouverts. Certaines relations existent pour enseigner des leçons, pas pour durer éternellement. Sophie a construit son avenir. J'ai construit le mien, et c'était suffisant. En y repensant maintenant, je ne la déteste pas. Je ne lui en veux pas. Je ne la blâme même pas, car porter du ressentiment, c'est comme porter un sac à dos rempli de briques. Finalement, vous réalisez que la seule personne qui souffre, c'est vous. La plus grande vengeance n'est pas de faire regretter à quelqu'un de vous avoir perdu. La plus grande vengeance est de construire une vie si significative que vous vous fichez qu'il le regrette ou non. 5 ans plus tôt, ma femme m'a quitté pour un homme plus riche. À l'époque, je pensais que ma vie était finie. Je n'aurais pas pu avoir plus tort, car le jour où elle est partie a en fait été le jour où ma vraie vie a commencé. Et c'est une leçon que je n'oublierai jamais.